Alors on a tous cette image des bouteilles de vin qu'on a mis dans notre cave, qui attendent de vieillir et qu'on vienne les choisir pour le dîner des années plus tard. Et dans l'imaginaire collectif, si on attend 5, 10, voire même 15 ou 20 ans ou plus, le vin n'en sera que meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas ? Et au final, à quoi ça sert de faire vieillir son vin ? Faire vieillir son vin, ça veut dire le conserver dans un bon environnement pour qu'il évolue correctement. Alors on va parler ici de ce qui se passe dans la bouteille, pas dans le fût, dans la bouteille, ça c'était le dernier épisode. Alors on peut dire que le vin est vivant, même dans la bouteille qui est bien fermée. Un vin le jour 1 après la mise en bouteille ne sera pas du tout pareil 10 ans après. Alors on compte les années à partir du millésime. Le millésime c'est l'année de récolte des raisins. L'évolution d'un vin, elle est sur différents aspects. Il y a la couleur, les arômes, la structure, le dépôt, on va en reparler après. Et également, il faut savoir que le vieillissement est principalement dû à une sorte de micro-oxygénation à travers le bouchon de liège. Pas les capsules basiques ou même les bouchons synthétiques. Là, il n'y a pas de passage d'air. Mais rapidement, c'est un espèce d'échange d'air, mais c'est micro, un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille à travers un bouchon de liège de bonne qualité. Un peu comme on avait dans le fût au final. C'est le même principe de micro-oxygénation comme on avait vu dans l'épisode sur le vin boisé. Tout à fait. C'est juste pas à la même échelle, ouais. Mais c'est exactement le même principe. D'accord. Et alors tu parlais du coup d'évolution sur différents aspects, notamment la couleur. On en avait parlé dans l'épisode sur les différentes couleurs de vin, mais peut-être là juste rappeler un petit peu le principe et comment la couleur évolue. Effectivement, le vin, quand il est tout jeune, une fois qu'il est juste mis en bouteille, n'a pas la même couleur que quand on le dégustera quelques années après, selon la durée de garde idéale de ce vin. Dans les grandes lignes, les vins rouges sont foncés au départ et ils perdent de leur couleur au fil du temps, et les vins blancs, c'est l'inverse. Ils sont très pâles au départ, ou très pâles ou pâles au départ, et en vieillissant, la couleur s'intensifie. Ça, c'est dû à cette espèce de micro-oxydation qui renforce la couleur des vins. Et en parallèle de la couleur, il y a aussi un changement au niveau des arômes, tu disais ? Oui, effectivement, les arômes sont très différents. Tout le monde a déjà senti un vin vieux qui n'avait pas du tout les mêmes arômes qu'un vin jeune. Et en fait, les arômes sont classés en 3 familles, on va dire. Il y a d'abord les arômes primaires, qui sont les arômes du raisin, finalement du cépage. Un vin jeune, il va sentir les arômes typiques de la Syrah ou du Chardonnay. Et puis, on peut sentir également dans ces mêmes vins, parfois jeunes aussi, les arômes qu'on appelle secondaires, qui sont les arômes de la fermentation ou les arômes de l'élevage. Donc, si on ressent le boisé, par exemple, ça c'est un arôme secondaire. Si on ressent le beurre, par exemple dans du chardonnay, ça c'est un arôme secondaire qui vient de la fermentation malolactique et une deuxième fermentation. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ça c'est les secondaires. Et les arômes tertiaires qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, ce sont les arômes de vieillissement. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait des arômes de fraise au départ, eh bien, une fois vieillie, cette fraise, elle aura plus l'odeur de confiture de fraise. Donc en fait, les arômes primaires deviennent un peu plus confits, parfois kirschés. Voilà, les arômes de vieillissement sont un peu différents et on sent leur évolution à travers ces arômes qu'on ressent. Et donc, peut-être pour donner des exemples, donc arômes primaires, comme tu disais, on va être sur des arômes assez typiques du cépage, mais on va plutôt être sur des fruits frais. Si on est sur même des vins rouges ou blancs, on peut avoir des fleurs, de la violette ou autre. Alors que, effectivement, les fruits frais, dans les tertiaires, vont peut-être plus se transformer en fruits confits, cuits ou autres. Tout à fait. Okay. Et les fleurs vont se changer en miel. D'accord. Tu vois, forcément, dans le miel, c'est des arômes de fleurs, mais c'est tellement plus concentré et plus complexe dans le miel que dans la fleur à l'état pur, à l'état brut, que voilà, on ressent vraiment, on a rarement du miel dans un vin jaune. Donc on garde une trame de départ qui évolue au fil du temps. Et est-ce qu'on en a quand même d'autres qui peuvent se créer ? Je pense par exemple aux arômes de cuir, de champignons ou autres. Tout à fait. Ça, ce sont vraiment des arômes tertiaires purs
qui viennent que dans le vieillissement. Tu vois, c'est le cas quand on sent de l'humus, tu vois, ces arômes qu'on sent dans la forêt en marchant à l'automne quand c'est un peu mouillé, les feuilles en décomposition par exemple. Ben ça, c'est des arômes qu'on peut retrouver comme le tabac. Voilà, c'est des choses qui sont typiquement des arômes de vin évolués. D'accord. Donc on en a qui évoluent et d'autres qui se créent. Tout à fait. Ok, donc ça peut déjà faire beaucoup de changements, rien qu'au nez et puis après en bouche. Et tu parlais dans les évolutions aussi de la structure. Qu'est-ce que tu entends du coup par structure et par l'évolution de celle-ci ? Alors, on peut prendre l'exemple d'un vin jeune, serait assez brut, assez tannique, assez puissant, assez massif, fort, etc. Le même vin, 10 ans plus tard, eh bien, ces tanins se seront fondus dans la matière, dans le corps. Donc, ils ressortiront plus de manière un peu brute. Ils seront beaucoup plus domptés, on va dire, et ils seront plus inclus dans la matière générale du vin. L'acidité, qui est aussi un facteur très important dans la conservation des vins, l'acidité aura un peu diminué. C'est pareil, on va avoir une sorte d'ensemble plus homogène au lieu d'avoir les éléments qui sont un peu distincts les uns des autres. L'alcool, lui, par contre, reste plutôt stable. Voilà, c'est un peu cette harmonisation des éléments qui se produit au fil du temps. Et alors, chose étonnante aussi, qu'on a sûrement tous remarqué, quand on verse une bouteille de vin qui est un peu vieillie, et notamment vers la fin de la bouteille, si on verse un peu trop vite, des fois on a du dépôt, on a cette matière un peu solide. Effectivement, on n'a pas envie d'avoir à boire et à manger dans la même bouteille. En fait, le dépôt, c'est souvent seulement dans les vins rouges, en fait, c'est les tanins qui sont composés d'anthocyanes, c'est des composants de couleur, des pigments, qui, au bout d'un temps, précipitent et sédimentent au fond de la bouteille. Ils se rassemblent dans des molécules solides qui tombent au fond de la bouteille sous l'action de la gravité. Donc, ça va avec la perte de couleur, mais ça veut dire que quand on veut servir un vin vieux, il vaut mieux le remettre debout quelques heures avant de le servir. Comme ça, le dépôt va rester au fond de la bouteille, ou alors on le décante. On le décante. Donc dans tout ce que tu dis, les arômes vont se complexifier, on a des nouveaux qui vont apparaître, les tanins vont se fondre un petit peu, on a l'impression que c'est quand même pas mal au final, un vin qui vieillit. Oui, effectivement, c'est rarement négatif, mais pas toujours. En fait, ça dépend, on dit toujours ça dépend, parce qu'il y a tellement de vins différents, il y a tellement d'appellations différentes, de méthodes différentes, de vigneronnes différents, que finalement, ça a un impact aussi. Mais ça dépend de la durée, ça dépend du mode de conservation, parce que garder une bouteille 10 ans au fond d'un placard dans sa cuisine, c'est pas du tout une bonne idée, même si le vin, au départ, en valait la chandelle. Donc, c'est pas pour tous les vins. Et puis, attention quand même de pas se dire c'est un vin de garde, donc j'y touche pas, je le cache, je le ressortirai pour un événement très important et pouf, la déception arrive. Donc, attention, chaque vin a quand même un peu une limite dans le temps. Et puis surtout, une fois qu'il est arrivé à maturité, ça, la maturité du vin, eh bien, il va y rester. En fait, son apogée c'est comme un palier qui va rester, mais après il va redescendre. C'est risqué d'essayer de pousser le curseur un peu trop loin. On risque vraiment de friser la déception. Voilà. Et puis surtout, comme je disais, attention à la conservation. On en reparlera bientôt dans un autre épisode, mais la conservation du vin, c'est capital. Et alors comment je sais, moi, si je vais acheter un vin, comment je sais si ça vaut le coup de le garder ou non ? Alors ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. La meilleure réponse, c'est d'aller chez son caviste et de lui poser à lui ou à elle la question. Parce que finalement, il connaît ses vins, parce qu'il les a dégustés, donc il sait, au moment de la dégustation, avant de les acheter pour les vendre, il sait si le vin aura la structure suffisante, l'acidité suffisante, voilà, par rapport à son appellation, par rapport aux pratiques du producteur ou de la productrice. Ça, c'est vraiment très important. Mais il y a quand même quelques cépages qui sont plus propices au vieillissement. C'est ceux qui ont à la fois la structure tannique suffisante, l'acidité suffisante aussi. C'est le cas par exemple du Cabernet Sauvignon avec parfois et souvent en assemblage avec le Merlot, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour s'assurer d'être des vins de garde. Mais ça peut être aussi la Syrah, le Grenache, même le Pinot Noir, un grand cépage qui a de l'acidité naturellement, même s'il n'a pas beaucoup de tanins, l'un remplace l'autre. Et puis certaines appellations très propices à la garde, je pense notamment
évidemment au grand vin du Médoc, dans le Bordelais ou sur la rive droite, Pomerol, Saint-Émilion. Ça peut aussi être tous ces vins assez puissants, assez forts comme les Madirans. Voilà, ces cépages qui finalement au départ ont parfois besoin un peu d'un chausse-pied pour les déguster, mais qui avec le temps s'affinent, même si aujourd'hui il y a des méthodes de vinification où on fait un peu plus attention à la charge tannique qu'on laisse absorber par le vin au moment de la vinification. Et puis, attention, il y a une catégorie de vins qu'on oublie très souvent en termes de vin de garde, ce qu'on peut garder le plus longtemps. Et c'est logique quand on pense aux fruits confits, à la confiture par exemple. Quand il y a du sucre dans le vin, c'est un conservateur supplémentaire. Et notamment, je pense aux vins liquoreux, qui sont les vins de garde les plus fiables finalement dans le temps grâce à cette donnée supplémentaire. Et puis évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas les vins évolués. C'est une autre gamme aromatique, c'est une autre expérience gustative qu'on n'est pas forcément prêt à comprendre dès le départ. Donc c'est quelque chose qui vient dans le temps avec une fois, dans une dégustation, un vin évolué qui va tout d'un coup appuyer sur les bons boutons des goûts de chacun et initier un peu le dégustateur à cet univers assez magique des vins évolués. Bon, donc au final, c'est un peu la même réponse que pour les vins boisés dont on a parlé la semaine dernière. Ça dépend, comme tu l'as dit. Ce qui est clair en revanche, c'est que le vin continue d'évoluer dans la bouteille de tous les aspects dont tu as parlé, et qu'en dégustant une même cuvée, à plusieurs années d'intervalle, on ne goûtera clairement pas la même chose. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler cette fois-ci de labels comme Agriculture Biologique, Terra Vitis, HVE, on vous dira ce qu'ils valent vraiment. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.